Bienvenue. Donc on va parler développement des organismes vivants, végétaux, animaux, comment ils sont construits. Qui dit organisme dit organe. Comment sont structurés les organes, quelles dispositions, quelles fonctions, comment tout ça est défini à l'origine. Et on va, avant de commencer, faire un exemple pratique que vous avez mis à disposition. Vous avez un bras. Non, tout le monde. Vous avez un bras. Vous avez celui que vous voulez. Droitier, gaucher. Là. Vous êtes interrogé sur la structure de ce bras. C'est un segment. Vous avez un point A là. Un point B. Ça, c'est un segment. C'est complètement linéaire. Sauf que c'est sous-segmenté. Normalement, vous avez 3 segments là, 2 sur le pouce. Hein. Il y a un autre segment là. Voilà. Il y a un autre segment ici. Encore un là. Ça en fait 6. Avec des fonctions différentes. Tout ce qui est phalange, c'est flexion, extension. Sauf si quelqu'un me prouve le contraire, mais difficile de faire une rotation complète de la première phalange ou de la deuxième. Pas simple. Heureusement, il y a le poignet. Ah non, le poignet, il fait flexion, extension, un peu de latéral. Mais s'il veut faire de la rotation, il cède du coude. Et là, il va faire 180. Voilà. Certains font plus. Hein. Vous voulez faire un 360 ? Pour l'épaule. Et là, vous faites le 360. Pas mal, hein ? Et ça vous permet, parce que tout organisme vit dans un environnement et doit s'y adapter stratégiquement, ça vous permet d'avoir un environnement que je vais appeler l'environnement proximal. Donc, heureusement, on a 2 bras, mais moi j'ai un qui est pris. Alors, vous imaginez avec vos 2 bras, il faudrait avoir une petite appli qui nous dessine une bulle là. Toc, une bulle. Et dans cette bulle-là, vous pouvez tout faire. Vous nourrir. Voilà. Repousser éventuellement des agresseurs. Et comme vous êtes locomoteur, vous déplacez votre espace proximal. Une plante, elle ne fait pas ça. La plante, elle a un système racinaire. Elle est exposée exactement aux mêmes contraintes. Sauf qu'elle ne bouge pas. Donc, elle a ce qu'on appelle une rhizosphère, un espace. Je ne parle pas environnement global, je parle environnement proximal. S'il y a de la sécheresse à 100 mètres, mais qu'il y a de l'eau ici, la plante est vie. Donc, on parle bien d'occupation, d'optimisation de l'espace proximal. Le distant, c'est une autre échelle. On parle de celui-là. Donc, tout organisme vivant, un petit peu complexe, a cet espace-là. Et dans cet espace, il va se développer et tenter d'optimiser l'occupation de l'espace. Et plus c'est optimum, plus c'est stratégique, plus c'est pérenne, et plus c'est fait pour durer. C'est bon ? Donc on va aller vers de la 3D. Mais comme on est progressif et pédagogique, on va commencer par de la 1D. On va revenir au segment. AB. Alors allons-y pour un segment. Tout simple. Là, mon bras. Mon bras, je peux le plier. En 2, c'est idiot. En 2, c'est complètement débile. Parce que j'ai aucune fonction supplémentaire si je le plie en 2. Il faut que je le plie d'une manière très stratégique pour pouvoir recréer une autre articulation, puis une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Donc moi, je vais chercher un point d'inflexion sur ce segment-là, pas n'importe lequel, un point nouveau, parce qu'il y a une infinité de points entre A et B, bien évidemment, vous vous souvenez ? Je vais en chercher un. Je vais le placer là, il n'est pas au milieu, évidemment, donc il va me définir 2 sous-segments, avec 2 longueurs, un grand sous-segment, CB, longueur X, puis un petit AC de longueur Y. Et ce que je souhaite, parce que ça va être un petit peu un gimmick, un leitmotiv, on va revenir dessus tout le temps. Je souhaite que ce point C réponde à des conditions particulières.
lesquels un ratio de longueur. J'explique. Le point C va être placé de telle manière que la longueur du segment X, du sous-segment X, sur le segment originel, AB, X plus Y, jusque-là ça va. Bon. Ce ratio-là soit le même que le ratio entre Y, le petit sous-segment AC, et le grand X. Je le ferai qu'une fois, mais c'est quelque chose qu'on peut répéter à l'infini. Et on obtient à chaque fois des segments de taille différente et proportionnés. Toujours dans la même proportion. On y va. Attention. C'est ludique, mais un petit peu mathématique au départ. Donc, X, c'est CB, rapporté à la longueur du grand segment AB, X plus Y, doit, si le point est bien placé, être égal à la longueur Y, le petit sous-segment, rapporté à X, le grand sous-segment. Voilà. Problème de variable. Bien. Vous allez me résoudre ça très vite. X sur X plus Y égale Y sur X. Alors on va simplifier la vie. X plus Y, c'est le segment AB. On va dire il vaut 1. Déjà, je ne devrais peut-être pas siffler dans le micro. Ça simplifie les choses. Ça veut dire que X égale Y sur X. Facile. Donc là, vous le faites tout seul. Y, c'est quoi? Bah, c'est 1. 1 moins X. Donc X égale 1 moins X sur X. Cool. On n'a plus qu'une seule variable. Maintenant, c'est du B à bas. Pour moi, c'est lointain. Pour vous, c'est beaucoup. Vu l'âge du public, pour vous, c'est très jeune, ça. Donc, on fait les petites manips d'usage. On repasse le X de l'autre côté, ça nous fait un carré. On balance le X tout seul de l'autre côté, ça nous fait un X plus 2 plus X égale 1. Et on balance le 1 de l'autre côté. Et c'est bon, on a notre équation à une seule variable de second degré. Oui. AX2 plus BX plus C égale 0. Et on résout ça. Et si on a X, évidemment, on aura Y. On fait ça comment? On n'a pas le temps. Donc on y va. Pour résoudre une équation comme ça, notre prof de maths nous a dit, on calcule le delta. On appelle le discriminant. Il va vous permettre de chercher éventuellement deux solutions si c'est possible. Souvent, il n'y en a qu'une. Et potentiellement, il peut y en avoir deux parce qu'il y a un carré. Donc il y a du négatif et du positif. Alors le delta, c'est tout bête, il faut le retenir, c'est B2 moins 4AC. On n'a jamais retenu, mais on le retrouve vite. B2 c'est 1, B c'est 1, A c'est 1, C c'est moins 1. Donc B2 moins 4AC, ça fait 5 en l'occurrence. Et quand on a le delta, on a deux solutions possibles. Soit la première, X vaut moins B plus racine de delta sur 2A. Qu'est-ce qui me saoule? Ou X égale moins B moins racine de delta sur 2A. On n'est qu'en une dimension. Ce qui donne X égale soit moins 1,618 ou 0,618. Alors, une longueur négative ne m'intéresse pas. Donc, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule solution plausible. X égale 0,618. Et Y égale 1 moins 0,618. 382. Un truc dans le genre. Ce qui veut dire que, si on revient à notre segment, voilà les proportions. Vous avez AB, vous avez CB, vous avez CB, vous avez AC. Vous faites le rapport de longueur entre ces deux figures et vous obtenez 1,618. OK. Et on peut recommencer. À l'infini. Cette valeur-là, 1,618, on va y revenir.
on va voir comment elle opère dans l'organisation du vivant, dans l'occupation de l'espace, et comment, de manière un petit peu inconsciente, on l'a tellement dans la rétine qu'on la projette à la fois dans les ouvrages, dans l'art, mais également dans un certain nombre d'objets industriels, manufacturés. Ça se reproduit par un souci d'efficacité. Moins d'énergie dans le minimum d'espace pour être efficace. C'est nous qui copions la nature, et pas l'inverse. C'est dans le vivant que l'on retrouve ces règles d'organisation simples, très simples, mais efficaces, optimales. 3,1416, c'est pi. 1,618, c'est phi. Voilà. Il y a comme ça des nombres un petit peu particuliers qui ont le droit d'être baptisés. Donc celui-là s'appelle phi. Vous le trouverez sous cette représentation-là ou en majuscule dans la littérature, peu importe. 1,618, c'est un irrationnel. Il y a autant de décimales que vous voulez derrière. Mais on va essayer d'affiner ça. 1,618, c'est trop peu. Il faut faire mieux. On passe à la 2D. Multiples figures trigonométriques en 2D. Donc phi, c'est le nombre d'or ou proportion divine. Voilà, vous connaissez probablement, vous avez entendu parler de ce nombre-là. Vous n'avez peut-être pas fait le lien entre lui et le vivant. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. On passe en 2D. Alors voilà un pentagone, donc 5 faces, 5 sommets, 5 côtés, pardon. 5 sommets. Quand il est dit régulier, c'est qu'il a la particularité de s'inscrire dans un cercle. D'accord ? Ce pentagone régulier, on peut un petit peu l'extrapoler et tracer les diagonales entre sommets. On va avoir 5 diagonales. Et on obtient un pentagramme ou un pentalpha. Une étoile de shérif quand les gamins. Voilà. On fait ça, on fait un pentagone, on obtient une très très belle étoile. Elle a quelque chose de très très particulier. Cette étoile de shérif. Est-ce que vous le voyez ou il faut que je le mette en... Ouais, exactement. Donc ce qu'on a à l'intérieur, c'est un pentagone inversé. D'accord ? Dans lequel, on le refera après, on peut retracer un pentagramme. Qui, en son cœur, présentera aussi un pentagone remis à l'endroit. Et ainsi de suite, comme une forme de mise en oubli. Et à chaque fois, on respecte toujours les mêmes proportions, le même ratio dans les distances. Cette figure, elle est un petit peu plus que ça. Elle cache aussi d'autres figures, qui ne sont pas pentagonales. Elle cache des triangles, qu'on va appeler des triangles d'or, avec des proportions qui rappellent 1,618. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, donc je vais vous les montrer. Il y en a un premier qui est là, ABC. Cette particularité, c'est un triangle isocèle, deux côtés égaux, une base BC. AB sur BC, 1,618. C'est lié au phénomène de pentagone régulier. Il y en a un deuxième, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Un autre ABC, une base beaucoup plus large, toujours isocèle. Là, pour trouver la régularité, il faut faire AC, donc la base rapportée à un côté. Et on obtiendra 1,618 aussi. On reste toujours en 2 dimensions, des choses beaucoup plus simples que ça. Le rectangle. Vous avez une population devant vous suffisamment importante pour que ça soit significatif. Vous ferez les stats. Ce n'est pas le cas ce soir, sinon on l'aurait fait. Vous demandez à votre auditoire de tracer un rectangle. Alors certains vont être un petit peu bizarres, ils vont faire des bûchettes. C'est un rectangle. On est d'accord. Et la plupart vont faire un rectangle qui ressemble à ça, c'est un format de carte bancaire. 8,3 sur 5,4. Ouais. D'accord. Je ne fais pas la division, ça fait 1,618. Donc c'est quelque chose qui est imprégné, ça. On a cette forme de rectangle. Une carte bancaire, une carte de fidélité, une carte de paiement. On a ça en tête. C'est le rectangle. En quoi c'est un rectangle d'or ? D'abord parce que le ratio évoqué, on va le retrouver. Le grand côté sur le petit côté, ça fait 1,618.
en l'occurrence sur le diapo. Il y a un petit peu plus que ça. Ce rectangle-là, je lui soustrais un carré parfait. Je fais, j'enlève un carré en blanc. Qu'est-ce qu'il me reste? Un rectangle en orange, vertical. Ce rectangle-là, je respecte bien entendu, parce que c'est un rectangle d'or. Le ratio entre le grand et le petit côté, BD sur DE égale phi. Je peux lui soustraire à nouveau un carré, je ne vais pas le faire là, je le ferai plus tard. Et obtenir à nouveau un petit rectangle horizontal avec rigoureusement les mêmes proportions. Et je ne découpe jamais en deux. Je découpe de manière à avoir soit des surfaces, soit des segments, peu importe, qui soient toujours différents et qui apportent une fonction nouvelle, une capacité nouvelle. Et on va retrouver ça dans le vivant. Vous allez avoir pas mal d'exemples. C'est bon pour la 2D aussi? Il y a plein de figures, hein, vous trouvez ça sur le web. On passe au 3D. C'est pareil. On va retrouver énormément de structures, de formes, en 3 dimensions, qui cachent ce type de ratio, ce type de proportion. Donc là, je vous ai choisi une pyramide, donc 4 faces triangulaires, une base carrée. Celle-ci, c'est Khéops. C'est vieux, hein. Phi n'était pas connu à cette époque. Mais visiblement, les concepteurs en avaient quand même une certaine perception. Phi, c'est les premiers écrits, c'est les Grecs, c'est 300 avant Jésus-Christ à peu près. On ne trouve pas de traces de Phi de 1618 avant. Donc voilà, là on est quand même dans le 3e millénaire avant notre ère. Donc, caractéristique de cet ouvrage monumental, une base carrée qui est là, d'accord, 230 mètres de côté, la base, et une hauteur de 147 mètres. Ils ont fait ça au pif. Bien sûr. Bien sûr. Ou alors c'est qu'on est vicieux. C'est qu'on est allé mesurer cet ouvrage et se dire, il n'y aurait pas un truc caché dedans. Il faut éviter de sombrer là-dedans. Alors, on essaye de repérer ce qui existe, en quoi c'est harmonieux et en quoi ça peut être un reflet, un miroir d'une imprégnation, consciente ou pas, d'ailleurs, de ce que l'on voit au quotidien. En l'occurrence, on a ça. Le maître près. Et what else? Et alors? Et alors quoi? Et alors on éclate le truc. Et on se dit, bah oui, il y a une base carrée, 230 mètres, il y a une hauteur, donc forcément il y a des triangles là-dedans, à l'intérieur. Donc il y en a un, vous le voyez là, il est surligné en jaune. C'est un triangle d'or. En quoi c'est un triangle d'or? Il a un point A qui correspond au milieu d'une arête de la base carrée. Il a un point B, c'est le sommet de la pyramide. Il a un point C, c'est le centre de la base carrée. Et tout ça, ça se mesure, bien évidemment. Donc, il y a un premier segment ici, à côté, AC, 230 mètres divisé par 2, ça fait 115 mètres. Il y a une hypoténuse, AB. Comment on calcule l'hypoténuse? Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux côtés. Donc l'hypoténuse est égale à la racine de tout. 187 mètres. 187 mètres, 115 mètres, exact. J'ai affaire à un triangle d'or. Et bien sûr que c'est du hasard. C'est parce qu'on est allé mesurer. Et donc on s'en sert comme modèle. Non, non, c'est pas du hasard. Voilà la hauteur, 147 mètres. Vous imaginez la même distance, mais cette fois-ci reportée sur la base carrée, 147 mètres, vous obtenez un carré de 147 sur 147, non? Ah oui, une surface calculable, égale à la surface d'une face. Ça, c'est une harmonie inconsciente.
Il n'y a même pas de système métrique. Mais elle existe. Il y a une structure qui est là et qui révèle un certain nombre de proportions, et on va le voir, qui existent autour de nous au quotidien. Il suffit d'ouvrir les yeux. C'est là. Et ça imprègne. Et à un moment, ça ressort. Bon, vous allez me dire, construire une pyramide, même si elle est très grande, pas forcément besoin d'être un architecte génial. Ça reste une pyramide. Et il y a plus qu'une pyramide. Il y a des cathédrales. Je ne veux pas dire, mais en termes de dessin et de réalisation, c'est moins monumental et c'est un petit peu plus tortueux. Comment on faisait à cette époque-là, pas de système métrique, pour bâtir des ouvrages monumentaux sur des décennies, voire même parfois plus d'un siècle? Vous imaginez, l'ouvrier, il bosse toute sa vie dessus, capote, il laisse en cours son boulot à un type qui va venir, qui prend le relais. Il va dire, mais comment il a mesuré ça, lui? Même pas sûr qu'il y ait eu des plans, vraiment. Comment on fait? On utilise un outil de mesure. Ils utilisaient un outil de mesure appelé la pige. On va garder un petit peu ce terme dans la piger, ce qui veut dire à bien mesurer les conséquences du truc. Une pige. C'est quoi une pige? Ben, vous avez peut-être déjà vu des mètres comme ça, articulés, dans un système décimal, bien sûr. C'est vieux. Ça a plusieurs siècles d'existence. Ça s'appelait comme ça, une pige. Vous avez 5 segments, du plus petit au plus grand. 5 segments articulés. Pourquoi 5? Et quelle longueur pour chaque segment? C'était un outil très pratique parce que ça permettait aux différents ouvriers d'utiliser un système commun qui reproduisait les distances qu'ils portent sur eux. Je reviens à mon bras. Ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on n'est pas tous fait pareil. Donc il faut normaliser l'outil. Lui donner une valeur. Donc là, en l'occurrence, vous avez plusieurs valeurs. On appelle la palme. Là, on est dans le vivant. Hein. D'accord? On est passé des objets au vivant. La palme, entre l'index et l'annulaire. L'empan, la distance qui sépare l'extrémité de votre pouce à l'annulaire. La paume, la largeur de votre main. Vous pouvez comparer les vôtres, vous n'aurez jamais deux fois la même. D'accord? Mais c'est déjà un début. La coudée. Le coude et l'extrémité de la main, du majeur. D'accord? Et le 5e, c'est le pied, qui a été conservé d'ailleurs dans un système de mesure, qui est un système anglo-saxon. On a un pied, on a un pouce. Nous, on ne l'a plus, on est passé au métrique, décimal. Mais ça marchait comme ça. Donc voilà, la paume, la palme, l'empan, le pied et la coudée. Alors évidemment, si chaque bâtisseur, chaque ouvrier, ou chef d'atelier, ou chef de chantier se fait son propre outil, on aura du mal à se relayer les uns les autres. Donc très vite, ces piges ont été normalisées, standardisées et graduées. Donc il en reste quelques-unes, évidemment, qui permettent de passer au système métrique. La paume, elle a 34 graduations. C'est le petit segment. La paume. 34 graduations. Alors, c'est quoi une graduation? À l'époque, c'était le diamètre d'un grain d'orge. Un grain d'orge. Parce que c'est une espèce végétale qui a la particularité d'avoir très très peu de diversité dans le diamètre de ses graines, quelles que soient les variétés, les écotypes, etc. Donc ça a été choisi comme étant une unité plausible, répétable et transmissible. 34 graduations en système métrique, ça nous donne 7,64 cm pour le petit segment de la pige. D'accord? Le segment supérieur, c'est la palme,
Évidemment 55 graduations, ce qui fait maintenant 12,63 cm, 1,618 fois la peau. Ben oui, on est organisé comme ça. Pas moi qui le dis. C'est la pige qui le dit. On est fait comme ça. Bon, vous voyez venir? Alors on va vite. L'empan, d'où le titre. 89 graduations, 20 cm de long, phi palme. Le pied, 144, 32,36 cm, c'est toujours vrai. Phi empan. La coudée, 233 graduations, 52,36 cm, 1,618 fois le pied. Voilà. Donc, dans ces ouvrages-là, que ce soit des pyramides, que ce soit des ouvrages parfois un petit peu moins monumentaux mais plus complexes, on commence déjà à retrouver une projection de ratio, de dimension que le vivant a lui-même produit au cours d'un fil conducteur évolutif, adaptatif. Simplement en faisant ça, oui, on retrouve à peu près une proportion dans ce qu'on produit. Si on n'a pas d'autre système de mesure que notre propre représentation. On retrouve notre pentagone régulier, notre pentalpha pentagramme, avec son pentagone au centre dans lequel on retrouve à nouveau l'étoile du shérif et son pentagone au centre. Donc, quand on regarde ça de près, on retrouve notre pige. Elle est là, avec sa paume, puis sa palme, puis son empan, son pied et sa coudée. Donc vous allez retrouver ça, des segments qui vont toujours reproduire ce ratio de 1,618 et brouette. Et à l'intérieur, vous pouvez reconstruire une petite pige sur des segments de plus en plus petits. Comme vous pourriez reconstruire une plus grande pige, toujours cette mise en avion. Optimisation de l'espace. Et jamais deux fois la même longueur. Nombre d'or. On retrouve ça un petit peu aussi dans des œuvres artistiques. Ça, vous pouvez en trouver beaucoup. J'en prends qu'une en exemple. Dans les années 1870-80, Monet nous a produit une série de tableaux de la gare Saint-Lazare, une douzaine, et elles sont toutes différentes, elles ont toutes pourtant des points communs. C'est assez amusant en termes d'analyse. Vous avez l'impression de voir presque 3 fois la même salle. D'accord? Ben non. Non. Elles ont des points communs. Et d'énormes différences. Le point commun, par exemple, dans la composition, c'est la présentation haut et bas de la toile. Vous voyez qu'il y a là une horizontale qui permet de scinder l'architecture du toit, dans ce triangle-là, et puis le côté dynamique, actif, très représentatif de la toile qui est en dessous, à la partie inférieure. Donc ça, c'est assez commun à toutes les toiles de Monet concernant ce thème. Une verticale. Sur les 2 premiers tableaux, je ne sais pas si ça sort bien, elle est parfaitement centrée sur un panache de fumée. Alors vous avez 3 trains à gauche. On prend la première, d'accord? La première à gauche. Vous avez 3 trains. Vous avez un train inversé, donc on lui voit l'arrière, il est à gauche, il est à l'arrêt. Et vous avez 2 trains actifs, donc 2 panaches de fumée. Un qui est au premier plan, complètement à droite, et un qui est plein centre toile. C'est là que j'ai mis la verticale. Et ça passe dans l'axe du fêtage du toit. Dans la composition centrale, vous avez 2 trains. Un actif, il est aussi au centre de la toile, en parfait alignement avec le fêtage. Et puis la toile de droite, c'est la seule de la série de 12. Elle est un petit peu différente des autres. La verticale, en termes de dynamique, elle est décentrée. C'est toujours sur l'axe du fêtage, mais Monet a décalé, complètement décalé. Il a mis ça sur la gauche, et il a quand même aligné le panache de fumée du train actif sur le fêtage du toit. Il a fait une petite dérive par rapport à sa série de tableaux. Et alors, ça crée
des perspectives, ça crée des compositions. On a un losange ici, par rapport aux différents centres. On obtient toujours un losange, plus ou moins décalé. Et ça attire notre regard. On va le voir après. On va le comprendre après. Vous avez un centre de regard, cette fois-ci, pas de composition, matérialisé par les flèches sur la gauche et au centre, c'est typiquement au milieu. Ah, mais sur celle de droite, on est forcément attiré par ce qui est actif et dynamique dans la composition. Le train, la loco. Ce qui fait que votre œil, il va se balader après. Une fois que vous êtes devant, vous dites, oui, il y a ça. Et après, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les autres points. Vous voyez que ça se disperse. Finalement, ces trois toiles sont complètement différentes. Les sujets ne sont pas placés au même endroit en fonction des compositions verticales et horizontales. Comment il a fait ça, Monet? Monet, il a fait ça comme beaucoup de peintres. Il s'est mis à 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds de sa toile. Il a pris ses repères, comme ça. Et évidemment, il va projeter sur sa toile des proportions dans la composition, dans la représentation des différents thèmes, qui vont mimer, illustrer un petit peu les proportions qui sont sur son bras, sa main, son coude. La même chose. On va retenir qu'une seule toile, celle du centre. Voilà. Celle-ci, elle est techniquement parfaite. C'est propre. Horizontale, verticale. Bon, après, vous demandez à un analyste spécialiste de ce genre de travail, il va vous dire, qu'est-ce qu'on fait? On découpe une toile. Et on regarde comment c'est composé. Donc on découpe, on fait des petits carrés, et puis on regarde où l'artiste a déposé ses différents sujets. Il y a du décor, il y a de l'actif, il y a de la rigueur, il y a de la proportion. Donc voilà, c'est parfait, le fêtage est au milieu, classique. On coupe en 4, de manière très régulière, une verticale plein centre, une horizontale plein centre. Et on voit que tout en haut du tableau, on a le toit de la gare. À gauche, en bas, on a la loco, les trains, c'est l'axe actif, le sujet est ici, et à droite, l'équilibre, en bas. Parfait. Ouais, mais non. Ça se lit un peu comme ça. Il y a le décor, c'est à droite. Il y a l'actif, c'est à gauche. Les trains, les panaches de fumée, c'est à gauche. 5 unités de toile sur 8. 8 cinquièmes. Et si on est un petit peu exigeant, on se dit, ouais, d'accord, mais vraiment, qu'est-ce qu'il a peint? Il a peint l'arrivée d'un train en gare. Et l'arrivée du train en gare, c'est en bas à gauche que ça se passe. Et tout est inclus là. 5 unités sur 3 unités. 3, 5. Il y a plein d'exemples. Je peins comme ça. Je prends mes repères comme ça. Et je compose en fonction de ces perspectives-là. 2600 avant notre ère pour les pyramides, 300 avant notre ère pour les premières traces de 1,618 et 12e siècle pour Leonardo de Pise, plus connu sous le nom de Fibonacci. Donc lui, c'est un mathématicien, le vivant, c'était pas son truc, mais on s'en est bien inspiré pour comprendre les lois mathématiques d'organisation du vivant après coup. Lui, il nous a laissé comme trace une suite qui porte son nom. Suite de Fibonacci. Alors, les suites, vous connaissez, hein, quand on est gamin, il y a toujours un instinct là qui vous dit, si ça commence par ça, 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 il est le terme suivant. Il faut piger la logique. Ou alors, ça fait ça, et un terme manquant, c'est lequel? Fibonacci a laissé derrière lui une suite qui fonctionne sur une logique qui aujourd'hui nous paraît relativement simple. Pour trouver le terme suivant de la suite, vous additionnez les deux termes précédents. Aussi simple que ça. On démarre en 2. Donc sa suite démarre par 1. Qu'est-ce qu'il y a avant 1?
Rien. 0. Donc, le deuxième terme de la suite, c'est 1. 1 plus 0. Le troisième terme de la suite, c'est 2. 2 et 1, 3. 3 et 2, 5. 3, 5, 8. 8 et 5, 13. 21, 34, 55, 89, 144. Et on continue. Il nous intéresse beaucoup, ce monsieur, parce que dans sa suite, il y a un certain nombre de secrets et de mystères qui vont nous aider à comprendre comment s'organise un petit peu l'espace. Donc, si on regarde parmi tous les mystères de cette suite-là, ce qu'elle décèle, il y a certaines choses qui sont anecdotiques, d'autres qui le sont moins. Donc, on commence par l'anecdotique. D'accord ? Puis on verra les choses qui nous intéressent plus. Alors, vous prenez n'importe quel terme de la suite. Donc, on va démarrer par les termes premiers. On va prendre le 3 en bleu ici. Vous voyez qu'il est encadré par un 2 et un 5. Quel lien mathématique entre 2, 3 et 5 ? Mis à part la suite de Fibonacci, j'en connais pas. Pas de lien. Si. Voilà. Vous êtes tordu. Vous multipliez les deux termes externes. Vous obtenez le carré du terme central, et ici, additionné d'une unité. Oui. Ok, c'est le hasard, bien sûr. Alors on prend différents termes. Tiens, on va prendre le deuxième 1. Il est encadré par 1 et 2. Une fois de 2, 1 au carré plus 1. Tiens, on va prendre le 2. Il est encadré par 1 et 3. Une fois 3, 3. 2 au carré, moins 1. Plus 1. Moins 1. Plus 1. Moins 1. Plus 1. Moins 1. Et ainsi de suite. On se dit qu'on a une suite comme ça. Il y a un ratio qui s'établit entre les termes successifs. Ce ratio-là, il a probablement une valeur. Laquelle ? Quelle proportion unissent les termes successifs de la suite dite de Fibonacci ? Pas compliqué à savoir. Il suffit de prendre les termes 2 à 2. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Alors on les prend 2 à 2. On prend R. Quel ratio entre 1 et 1 ? 1. Quel ratio entre 2 et 1 ? Je me décale. D'accord ? À chaque fois. 2. Oui. 1,618, c'est compris entre 1 et 2. Ouais. Je me décale. 3 et 2, 5 et 3. 3 demi, 1,5. 5 tiers, 1,66. 8. 8 cinquièmes, 13 huitièmes. C'est 1,618 pour ceux qui auraient oublié. 8. 21 treizièmes, 34 21e. 8. 8. 8. 8. Ah, ça m'intéresse. Plus j'avance dans la suite, plus je vais chercher des termes éloignés de l'origine de la suite, plus je vais vers l'asymptote de phi. 1,618. Donc je retrouve dans cette organisation mathématique des nombres, selon l'algorithme que lui a fixé, une approche de la valeur de cette proportion-là, de ce nombre d'or. 1,618. Je vous rappelle, c'est un mathématicien. Il n'a jamais observé le vivant de sa vie. C'est en observant le vivant qu'on s'est dit, il y a une loi mathématique dans l'organisation du vivant. Quelle est-elle ? Et on a fait le lien avec cette proportion dite proportion divine. Elle n'a rien de divin, elle est simplement optimale. C'est ce qui permet d'organiser l'espace, d'organiser les nombres avec des proportions qui sont des proportions répétées et qui fournissent des valeurs toutes différentes les unes des autres. 1, 618, 0, 33, 94 ou
etc. On peut écrire ça en fractions. Notre 2 sur 1, 3 sur 2, 5 sur 3, 8 sur 5, on peut l'écrire en fractions de 1. Il nous suffit du nombre 1 pour écrire ces fractions-là. 2 sur 1, c'est 1 plus 1. 3 demi, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1. Et ainsi de suite. Et je m'aperçois qu'il y a un motif qui revient tout le temps. Et qui se place de plus en plus bas dans la fraction. Vous voyez, ce 1 sur 1 plus 1. Ce 1 plus 1 sur 1 plus 1. De plus en plus fin, de plus en plus petit, mais toujours le même. Mais avec une proportion de 1,618 à chaque fois. Etc., etc. Bon, j'enlève les 1, je ne garde que l'écriture. L'écriture même de 1,618. Et là, je tombe sur du fractal. Phi, c'est 1 plus 1 sur 1 plus 1 sur 1 plus. Ça, c'est fractal. C'est ce qu'on appelle une image fractale. Une image fractale, c'est une image qui reproduit à une échelle inférieure le même motif que ce qui existe à l'échelle de l'espace supérieur. Donc, j'enlève les 1, ils ne m'intéressent plus, je ne garde que les fractions. Voilà un exemple très simple de représentation fractale. Vous prenez le motif du haut, vous prenez le motif du bas, c'est le même motif. Et à chaque fois que vous passez d'une échelle à l'autre, vous avez un ratio d'imagerie de 1,618. Jusque dans l'écriture de Phi, vous retrouvez ça. 1,618 à chaque fois. D'où le titre. On va le revoir ça. Phi est juste représenté par lui-même. Il est le produit de la fraction de lui-même. Vous reproduisez Phi à chaque fois. Et c'est ce qui rend l'image fractale. Bon, quand on a des gamins, avec une célèbre marque de fromage fondu, on leur dit, t'as vu le couvercle? Regarde, la vache, elle est jolie, elle a des boucles d'oreilles. Et les boucles d'oreilles, regarde bien. Boucles d'oreilles. Oh, c'est le couvercle de la boîte de fromage fondu. Qu'est-ce qu'il y a sur la boucle d'oreille de la petite vache? Oh, il y a une autre vache. C'est ce qu'on appelle de l'écriture fractale. Phi est fractale. Et l'organisation, on va le voir surtout chez les végétaux, l'organisation des différents organes, par définition, est fractale. La disposition est fractale. Et c'est ce qui apporte un avantage adaptatif. C'est justement cette notion fractale. Alors on attaque dans le vivant. Donc on reprend la suite. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Donc je commence par le premier terme, 1, et je dessine un carré. De côté, une unité. Deuxième terme de la suite, 1 également. J'adosse, carré, une nouvelle figure, d'une unité de côté. J'obtiens un rectangle de 2 sur 1. Voilà. Troisième terme de la suite, 1 et 1, 2. J'adosse à la figure précédente un carré de 2 sur 2. Je me retrouve avec un rectangle qui va faire 3 sur 2. Et je poursuis selon la même logique. À chaque fois, j'adosse à la figure existante un carré qui a comme côté la longueur du terme suivant de la suite. Donc on y va. Voilà pour le 3. Voilà pour le 5, voilà pour le 8, voilà pour le 13, voilà pour le 21, et j'ai plus de place. On peut continuer. C'est un rectangle d'or, bien évidemment. C'est un rectangle d'or. Et ça, on a déjà vu. Et dans ce rectangle d'or, il y a une spirale. Il y a un enroulement. Un enroulement qui n'est pas anodin. Un enroulement qui va démarrer du plus petit carré et qui va rejoindre les sommets des différents carrés par des arcs de cercle parfaits. Donc ça va donner un truc dans le genre.
hop, on se met là, on part de là, et on enroule. On a une spirale. Et cette spirale, elle est conçue selon les termes de la suite. C'est une spirale dite logarithmique, trigonométrique, en l'occurrence, en 2D, mais elle existe naturellement. On retrouve ça. Alors cette spirale, elle n'est pas anodine, elle a un centre, vous pouvez l'imaginer comme étant en retrait de l'écran. Bien au fond là-bas, ça veut dire que j'enroule encore. Vous pouvez imaginer aussi que ce qui est à gauche, c'est pas fini. On va repartir cette fois-ci en amont de l'écran. Donc là, en se mettant en 3D, vous avez une spirale qui ressemble à un tunnel avec un effet accélérateur. Plus j'ai de l'espace, plus je l'occupe. Moins j'ai d'espace, plus je l'occupe. Donc, j'adapte finalement la forme, la structure à l'espace disponible. Ça donne ça. En tout point de cette spirale, il existe un rayon par rapport à ce point qu'on ne peut pas atteindre, là-bas, à l'infini, derrière l'écran. D'accord ? Toujours un rayon. Quelle est la valeur de ce rayon ? Oh, moi je ne fais pas des mathématiques trop compliquées, donc j'écoute ce qu'on me dit, je reporte et je ne sais pas plus. Mais je sais que c'est logarithmique, exponentiel et logarithmique, et que ça dépend, bien évidemment, du ratio qui existe d'un rayon à l'autre. 1,618 à chaque fois que j'incline mon rayon. Je retrouve cette formule-là. Bien. Ces formes-là, logarithmique naturel, là on n'est plus dans l'ouvrage, on n'est plus dans l'art, on n'est plus dans l'objet manufacturé, on revient vers l'observation de ce qui nous entoure. Ces formes-là, elles existent de longue date. Vous avez ici un nautile, c'est quand même pas tout jeune. Les ammonites, non seulement c'est pas tout jeune, il n'y en a plus, ça date un peu, il existe encore les planormes. Mais on retrouve ces enroulements spiralés qui font que, pour une masse, quantité d'énergie dépensée, l'occupation de l'espace est maximisée. Donc c'est optimal. C'est parfait. C'est l'enroulement parfait. Dépenser moins pour occuper le plus d'espace possible. Et donc être le plus efficace possible vis-à-vis de la concurrence qui n'aura pas, sur un point de vue phylogénétique, évolutif, adopté ou suivi un fil directeur de ce type. On trouve ça là. On trouve ça là, également. C'est vrai aussi pour la défense. Hein. Donc un certain nombre de chèvres, là, voilà, elles sont encornées. Elles ne sont pas encornées comme les chèvres qu'on connaît. Vous avez à gauche le narcor, qui est originaire de l'ouest de l'Himalaya, avec un enroulement spiral de ses cornes, ce qui fait que la surface de la corne est optimisée pour une même longueur. Donc, l'énergie produite pour former cette défense, eh bien, la surface est plus importante. Donc, a priori, plus dangereuse. Idem pour la Girgantana, qui est plutôt d'Asie centrale, d'Asie du Sud. Et il y en a d'autres. Ah, ça c'est splendide. Imaginez, vous êtes une araignée. Vous tendez votre piège. Vous tissez votre toile. Et donc, la plupart, pas toutes, mais la plupart des araignées se positionnent au centre de la toile. D'accord ? Et elles sont alertes, et à la première vibration, que ce soit un piégeage ou une fausse alerte, peu importe, elle fait la navette. Fausse alerte, elle revient. Moi, je serais araignée. Personnellement, j'aimerais pas faire des kilomètres. Rien. Donc, si une bestiole se prend dans la toile, je préfère que ce soit au centre, plutôt qu'à l'extérieur. Surtout si je dois réparer après, je préfère réparer des petits segments de toile, plutôt que des grands segments à l'extérieur de la toile. Stratégie adaptative, enroulement spiral, avec une densité de piégeage très importante au centre, beaucoup moins efficace parce que beaucoup plus distant à l'extérieur. Donc la probabilité pour qu'une bestiole soit piégée dans la toile est plus importante au centre, ce qui fait moins de réparation, moins de dépenses énergétiques et moins de trajet.
Les araignées font ça. Tiens, on reste chez les arachnides. Le scorpion. Système de défense, 2 appendices antérieurs. C'est pas lourd quand on est scorpion, parce que on revient à notre espace vital, proximal, c'est que la partie avant. À l'arrière, 0 défense. Sauf stratégie adaptative, un dard, positionné à l'extrémité de l'abdomen, selon une disposition de cet appendice, dit maintenant scorpioïde, qui lui permet à la fois d'aller vers l'avant, d'aller vers l'arrière, d'aller à gauche, d'aller à droite, et de créer un espace vital beaucoup plus important que si c'était quelque chose qui était d'abord absent, voire rigide. En roulement spiral. Efficacité. Les fougères. Tout jeune. Sur le plan phylogénétique, on est loin des angiospermes. Ça date déjà. La particularité des fougères, c'est que la crosse, portefeuille, en porte-crosse, elle est déjà pré-organisée avant que vous ne puissiez l'avoir. Et cette crosse, elle est spiralée. Et lorsque le métabolisme va s'activer, elle va se déployer. Et tout est déjà fait. Et le but du jeu, c'est d'occuper le maximum de surface possible, en ayant occupé le minimum d'espace tout le temps que ça n'était pas fonctionnel. Vous allez me dire, c'est un petit peu finaliste comme truc. Oui, d'accord. C'est difficile d'expliquer les choses, des fois, sans être un petit peu finaliste. Mais on revient sur des termes plus scientifiques. L'évolution privilégie le système adaptatif qui permet, pour un même résultat, de dépenser moins. Donc d'être plus efficace. Les fougères sont très très efficaces. On a une spirale logarithmique naturelle. On va retrouver des rayons qui sont en accélération à chaque fois selon une logique exponentielle logarithmique basée sur 1,618. Les boraginacées, tiens. Les inflorescences qui portent bien leur nom. Scorpioïdes. Les inflorescences sont là aussi préformées à un état très jeune. Et lorsqu'elles se développent selon cette logique de spirale logarithmique naturelle. Bon, sur les étals, le romanesco, vous allez observer des méristèmes floraux disposés selon cette mécanique de spirale logarithmique naturelle. La pomme de pin. Vous avez de la chance, je suis gentil avec vous. J'en ai apporté. Vous allez comprendre pourquoi j'en ai apporté plus qu'une main. On est chez les conifères. Donc, derrière chaque écaille, ou plutôt à l'intérieur de chaque écaille, se cache une graine. Selon les espèces de gymnospermes, le cône est plus ou moins grand. Il faut faire avec la taille. Et donc, pour une taille donnée, ça c'est spécifique au sens strict, pour une taille donnée, l'avantage adaptatif est à celui qui produira un cône portant le maximum de graines. Comment je dispose de graines? En ligne, en colonne, ou autrement. C'est autrement. La disposition est la suivante. Selon une spirale logarithmique naturelle. Combien de spirales? Combien de spirales? J'en ai apporté, vous pourrez compter. Ah oui, j'ai des occupations ce soir. Je sors mes couleurs. Prenez une pomme de pin. Ça, c'est du pain maritime. D'accord, c'est plus pratique parce que c'est grand. Des yeux relativement anciens, c'est plus facile de faire le truc. Alors voilà une pomme de pin. Vous allez trouver des spirales d'écailles. En l'occurrence, chez le pain maritime, donc c'est des horaires, ici c'est la jaune. 13. 13. C'est pas 13 chez du conifère. En l'occurrence, chez cette espèce, c'est 13. On peut lire la chose un petit peu différemment. C'est toujours les mêmes écailles, c'est toujours la même espèce.
Ça, c'est la bleue. On retient 13 ? 8. Si je les relis comme ça. Sens horaire ou sens anti-horaire. D'accord ? On peut lire les spirales logarithmiques dans les deux sens. 13 et 8. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, 13 et 8. 13 horaire, 8 anti-horaire. Deux termes de la suite de Leonardo. 13 huitièmes. Donc c'est non seulement une spirale qui intègre la valeur de phi, mais c'est un nombre de spirales dans un sens ou dans l'autre qui nous le rappelle aussi. C'est du hasard. Bien sûr que c'est du hasard. Non, non, c'est pas du hasard. On quitte les gymnospermes, on passe chez les plantes à fleurs, les angiospermes, les composés, en particulier, le plus simple, la marguerite, on ignore, le tournesol, qu'on ne va jamais regarder. Et on observe bien un plateau sur lequel sont disposés les organes reproducteurs. Au hasard ? Non. Il y a un espace. Il y a un espace qui est disponible. Et dans cet espace-là, au centre de la fleur, il faut, pour un souci, là encore c'est finaliste, et avantage est donné à l'espèce qui présentera le maximum de systèmes reproducteurs dans un espace donné. Optimisation dans l'occupation de l'espace. Allons-y, on va prendre que le tournesol. Allez, voilà un tournesol. À gauche, comme pour la pomme de pin, vous allez trouver des enroulements des organes reproducteurs selon une logique spirale logarithmique naturelle. En l'occurrence ici, c'est plus 13 et 8, c'est 21 spirales horaires. Ah, il y a plus d'anti-horaires. Puis, peu importe. L'essentiel, c'est l'efficacité. 34 spirales anti-horaires. Deux termes successifs de la suite de Fibonacci. Bon, prochaine fois que vous mangerez un ananas, vous vous amuserez à compter les écailles, d'accord ? Et à regarder s'il y a bien un enroulement. Il y en a, je vous rassure. Quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez regarder votre petite plante grasse, le cactus, vous allez voir la même chose. D'accord ? Si on est plus générique que ça, c'est pas quelques exemples qui m'intéressent. C'est est-ce que, finalement, c'est une loi qu'on va retrouver partout. Alors, je vous rassure, on ne va pas la retrouver tout le temps. On va la retrouver fréquemment. Mais nous, végétalistes, on a une petite bébête qu'on aime bien, c'est Arabidopsis thaliana, l'arabette d'Eda. On adore cette plante-là parce que son génome est séquencé, parce qu'elle est observée sous toutes les coutures, et parce que dès qu'on lui demande quelque chose, on tape deux mots-clés et on l'a. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la génétique du développement en écho, et je me repose beaucoup sur Arabie. Et en particulier sur la manière dont sont organisées les fleurs, les organes floraux, au cours du développement. Les derniers termes du cycle de développement. Donc là, vous avez une microscopie électronique qui vous montre au centre ce qu'on appelle, peut-être que tout le monde le sait, pas forcément, l'apex. Donc voilà, ça c'est un massif de cellules indifférenciées qui a juste comme vocation de se multiplier. Et puis, lorsque cet apex contient un nombre de cellules suffisant, les cellules vont progressivement se différencier, par exemple ici, pour former tout d'abord des petites ébauches. On va appeler ça des primordia au pluriel, un primordium, des primordia. Et puis ensuite des vraies ébauches. Donc plus c'est gros, plus c'est récent. Pardon, plus c'est gros, plus c'est ancien. Plus c'est ancien, pardon. Et plus c'est petit, plus c'est récent. Donc il y a une logique temporelle qui se superpose à la disposition dans l'espace. On voit ? Oui. Donc on imagine, hein, on regarde par au-dessus. Et on a affaire à un disque. Parce qu'au départ, c'est un disque. C'est un dôme. Et vu du dessus, c'est un disque. Et c'est à partir de ce disque que vont jaillir comme ça les différents primordia, puis les futures ébauches. Selon quelle logique? Y en a-t-il une? Et si oui, lequel? Hop. On regarde l'ordre d'apparition des primordia, donc des ébauches. Donc la plus ancienne, c'est la 1, en haut à droite. À l'opposé, pas tout à fait, mais presque à l'opposé, la 2, la 3, la 4, puis après j'ai plus de place, mais vous voyez la taille des cercles, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10.
Et c'est incessant. Mais au fur et à mesure du développement, bien évidemment, le méristème progresse. Donc cette dispersion des boutons floraux sur fluorescence va se faire dans l'espace. Je vais laisser un bouton floral ici, là, là. Et en fait, ça va faire un fouillis de fleurs, sans qu'on voit forcément une certaine logique quand on regarde la plante devant nous. On va la regarder du dessus. Et là, on peut essayer de trouver une logique. Ça marche comme ça. Oh, le beau pentagramme. Oh, la belle étoile des shérifs. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux continuer. Bien évidemment. Le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Je retrouve un pentagone au milieu. Ok. 5 horaires. 30 horaires. Évidemment, c'est un stade jeune. On est en micro-élec. On est dans les premiers termes de la suite. Ne demandez pas l'impossible non plus. D'accord ? On n'a pas le 1,618 parfait. Kessako. Voilà mon dôme méristématique vu du dessus. Un cercle. Disque. Envers. En fait, c'est quoi un disque ? C'est un segment qui est replié sur lui-même. On revient à la première diapo. Ce segment AB. Donc, ce disque, imaginez, déplié, refermé, déplié. Dans ce disque-là, coupé. Pas en deux. Surtout pas en deux. Je coupe mon disque pour faire deux arcs. A et B. Évidemment, deux angles. Le grand angle, A, le petit, le B. La somme des deux, 360 degrés. Alors je vais découper, mais pas n'importe comment. Je vais respecter la même logique que lorsque j'étais en une dimension avec mon segment AB. Donc je cherche un ratio d'angles A et B qui soit respectueux de l'harmonie de phi. 1,618. Je vais obtenir quoi ? Courbé 137,5, soustrait à 360, il restera 222,5 ici. Que je peux, bien évidemment, redécouper. Selon la même rythmique de 1,618. J'obtiens un ratio A sur B égal à 222,5 sur 137,5 égale phi. Ok ? Alors on revient à notre micro-élec. Entre 1 et 2. J'ai un angle alpha. D'accord ? Vous voulez connaître sa valeur d'angle ? Non, non. Entre 2 et 3. Alpha, c'est 2. Entre 3 et 4. 360 degrés sur 1 plus phi. 137 degrés. Organisation optimisée qui fait que les différents bourgeons floraux ne rentreront pas trop, en tout cas beaucoup moins, en concurrence par rapport aux nutriments, à l'énergie disponible, que s'ils étaient positionnés différemment. C'est la position idéale. Il n'y a pas mieux. Si vous voulez connaître la règle génétique qui détermine tout ça, il faut suivre la formation de physio végétale. Ce soir. Et il y a des facteurs de transcription qui nous définissent tout ça. La phyllotaxie, c'est ça. La phyllotaxie, c'est l'organisation chez les végétaux, des feuilles en particulier, mais on vient de voir que c'était vrai pour les fleurs aussi, dans une inflorescence. Phyllotaxie. Alors, à gauche, vous avez une représentation phyllotaxique qui n'est absolument pas pérenne. Les feuilles étant superposées les unes par rapport aux autres, dès qu'une feuille est émise, elle fait ombrage à la feuille qui est en dessous. Donc ça, c'est pas viable. Ça, c'est une stratégie absurde. Il n'y a pas de végétaux qui fonctionnent de cette manière. Quand on regarde une plante, ça, par le côté, ce que l'on voit, c'est des feuilles en position dite alterne. Des fois, on les voit opposées. Il y en a deux comme ça. Opposées et décussées. Les suivantes sont comme ça. Il y a plusieurs organisations viables, possibles. Je ne prétends pas que ce que l'on vient de décrire là est adapté à toutes les descriptions botaniques. Je
d'autres organisations phénotaxiques qui sont viables. Mais en l'occurrence, ce qui va être très viable, c'est l'organisation qui va faire en sorte que lorsqu'une nouvelle feuille est mise, elle provoque le moins d'ombrage possible à la feuille précédente. De manière à ce que plusieurs feuilles puissent se mettre en place, avec une surface photosynthétique, donc des capteurs, qui restent performants, même si au-dessus, des feuilles sont émises. Donc la plupart des végétaux, la plupart, je dis bien, respectent cette syntaxe-là. Voilà une première feuille, c'est vu du dessus. Donc ce qui apparaît en vert, ce qui apparaît en vert ici, là, le disque, ça, c'est l'axe, c'est la tige. D'accord? Donc voilà la plus vieille feuille, la première qui est générée, la feuille 1. La feuille 2 peut être à l'opposé. La plupart du temps, la feuille, comme les fleurs tout à l'heure, va être générée ici, à 137 degrés. D'accord? La feuille 3, ici, à 137 degrés 5 de la feuille 2. Pour l'instant, il n'y a pas de recouvrement. Les 3 feuilles restent fonctionnelles. La feuille 4, ici. On commence à voir un tout petit peu de recouvrement. Très très peu. Les 4 feuilles restent fonctionnelles. 137,5 encore. Puis la feuille 5. Ici. 5 feuilles. Un beau pentagramme. Une belle étoile de shérif. Et ainsi de suite. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 13 feuilles. Après, j'ai pas tout l'image. Où vous avez, finalement, toujours du limbe. Même des feuilles les plus anciennes, même la première, qui est ici, toujours du limbe qui est exposé au rayonnement. Donc toujours une capacité photosynthétique. Minimum d'énergie dégagée, parce que finalement ça coûterait la même quantité d'énergie à les placer différemment. Mais avec cette organisation-là, il s'avère que les feuilles sont disposées de manière à laisser apparaître une quantité de limbe qui capte le rayonnement, même si la feuille devient ancienne. D'accord? Minimum d'énergie, maximum d'efficacité, tout ça, c'est une optimisation dans l'occupation de l'espace. Une autre microélec. Donc là, on est sur des stades très très jeunes dans l'organisation de la plante. Et tout ce que vous voyez ici, ce sont des ébauches à partir d'un méristème. Le méristème est central, là, et un certain nombre d'ébauches sont en attente. Mais elles sont déjà disposées. On retrouvera ça chez pratiquement tous les végétaux. Alors on regarde bien comment ça se dispose. On va retrouver 13 spirales. Si on réunit, on recherche les spirales logarithmiques naturelles, on va trouver 13 spirales qui vont être dites horaires, et bien évidemment, on peut avoir une autre lecture dans l'autre sens. On va retrouver 8 spirales, c'est exactement la même plante, c'est le même organisme. 8 spirales anti-horaires, et évidemment, comme tout à l'heure, on retrouve 2 termes successifs de la suite de Fibonacci. Conclusion en 3 temps. En 3 temps. Qu'est-ce qu'on voit? Que le développement, ça consiste finalement à occuper l'espace. L'occuper de manière efficace. Donc pour une quantité d'énergie dispensée, tout organisme, simple, complexe, animal, végétal, va investir une quantité d'énergie qui doit lui permettre, et ça c'est la phylogénie, c'est-à-dire c'est le trait sélectif qui va le dicter, il va définir un type d'organisation qui lui permet d'avoir un espace proximal, appréhendable, on va le qualifier comme ça, le plus grand possible. Plus cet espace est grand, à la même dépense d'énergie, plus l'organisme est efficace. Donc, avantage adaptatif dans l'optimisation de l'occupation de l'espace. Ce qu'on a vu également, avec quelques exemples, c'est que, sans forcément être informé de cela, cette règle-là, chaque jour, on l'observe autour de nous, on le perçoit, on s'en imprègne, et en étant imprégné de ça, on le projette ensuite, on le restitue. Et cette restitution, elle est tout le temps présente,
elle peut se faire soit au niveau des grands orages, bien avant que ces règles mathématiques aient été établies. Elle peut se faire également dans les réalisations artistiques, picturales, et puis elle peut se faire aussi dans un certain nombre d'objets manufacturés. Et ça, c'est une perception qui est quotidienne, la plupart du temps inconsciente. Reproduction manufacturée dans de nombreux ouvrages, dans des arts, etc. Et amusez-vous aussi à aller voir L'Homme de Vitruve, et vous verrez comment Léonard de Vinci s'est emparé de ces rapports de proportion pour expliquer, ou en tout cas essayer de donner un sens à un certain nombre de ces réalisations artistiques. Bien. Deuxième terme de la conclusion, et je vois que j'ai un invité de dernière minute, qui n'a pas perdu son déplacement. On parle d'outils manufacturés. J'avais proposé comme autre titre à cette présentation le scorpion, Khéops et la balle de golf. Pourquoi la balle de golf? Pourquoi la balle de golf d'ailleurs? Alors là, je suis obligé de parler sous couvert. Donc, imaginons une balle qui est lisse, entièrement lisse. D'accord? Voilà. Elle aura une portée de vol qui sera nettement inférieure à une balle qui est déformée. Donc, les premières balles étaient lisses, en cuir, si je dis pas de bêtises, et lorsqu'elles avaient été un petit peu éprouvées, elles présentaient des foulards qui les rendaient beaucoup plus performantes, peut-être pas dans le petit, mais au moins dans le vol. Donc ça, c'est la mécanique aéronautique. Dès qu'il y a une déformation, ça crée une petite dépression, ça modifie la trajectoire aérodynamique qui suit, donc c'est plutôt favorable à l'avancée qu'au frein. D'où cette idée, maintenant par tous les constructeurs, de créer dès l'origine des déformations régulières cette fois-ci, sous forme d'alvéoles. Alors une alvéole, c'est ça, alors ça peut être pentagonal, souvent hexagonal. Le but du jeu, c'est de bien choisir sa taille pour que la balle soit efficace. Et une fois que tout ça est défini par le constructeur, essayer d'en mettre le maximum, sachant que le format d'une balle, dans beaucoup de sports, c'est standardisé, normalisé. Donc là, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense que le poids maximum de golf est de 45 grammes. Voilà. Et que son diamètre maximum autorisé est de l'ordre de 42 mm et des boîtes. Ce qui fait qu'il y a une surface qui est définie et contrainte. Donc le fabricant, quand il a fait son choix, en taille de forme d'alvéole, il doit en disposer le maximum. 500 à 700 selon les fabricants, 380 en moyenne sur les fabricants les plus connus. Donc, y a-t-il des spirales logarithmiques, cette fois-ci non naturelles, manufacturées, type graines de tournesol sur une balle de golf? Question qui, bien évidemment, attend une réponse. Je jette pas trop loin parce que ça pèse quand même lourd. 10 secondes pour compter. Alors c'est un comptable. Je vais vous épargner ça. Oui, il y a. Ce ne sont pas les alvéoles qui sont disposées de manière logarithmique, horaire et anti-horaire. Ce sont les sommets des hexagones ou des pentagones. Donc on retrouve les mêmes formes logiques sur une balle manufacturée que sur une fleur de marguerite ou de tournesol. Ça, c'est l'utilisation manufacturée de l'observation tout à fait naturelle de l'efficacité qui est autour de nous dans le système vivant. So, il n'y avait pas si tort que ça. Donc, si je peux me permettre, avant de vous libérer, je vous prends 3 minutes de votre temps pour résumer un petit peu tout ça. On a fait des tests de son. Normalement, notre petite vidéo, elle doit passer. Si la lumière ne le permet pas, on éteindra. Hop. Donc, peut-être ça. J'ai une clip et c'est fait. Hop.